Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Étienne Jacot. Bonjour Étienne. Bonjour. Étienne est le cofondateur de Revenu Pierre, qui est un spécialiste du marché secondaire sur les résidences gérées LMNP. Et l'idée, c'est de continuer un peu notre exploration de cette typologie d'investissement en rentrant dans les détails du produit, mais aussi évidemment de tout ce qui est technique de vente. On va en parler en même temps. Comme d'habitude, il y a le chat pour que vous puissiez intervenir et poser des questions à mesure de la présentation. Surtout, n'hésitez pas, on regarde et on répond dès que vous avez des questions. Écoute, Étienne, je te laisse la main pour lancer la présentation. Bonjour à tous. Je fais un tout petit rappel de qui nous sommes et un tout petit rappel sur la location meublée en résidence gérée. Et ensuite, on rentrera un peu plus dans le concret qui nous intéresse tous. On n'est pas là pour parler de Revenu Pierre, on est plutôt là pour parler de la location gérée, des résidences gérées. Revenu Pierre, c'est un acteur indépendant, une 13 ans d'âge, 15 collaborateurs, dont le métier, c'est de référencer le meilleur des résidences gérées sur le marché secondaire, donc uniquement de la revente, que de la revente et rien que de la revente. Donc, on sélectionne le meilleur et on le revend à travers des conseils en gestion de patrimoine ou des banques privées. Donc, modèle de distribution, modèle de référencement assez qualitatif, pénible, et modèle de revente 100% B2B. On ne fait pas de B2C. Voilà, et de ça depuis une douzaine d'années. On a commercialisé à ce jour un peu plus de 8000 lots et on a en permanence entre 100 et 150 lots disponibles sur notre stock via un extranet direct ou un extranet via nos partenaires. Tu veux nous partager ton écran pour qu'on puisse voir la présentation? Absolument. Vous la voyez là? Alors, pas encore. Ne quitte pas. C'est bon là? Non. Donc, il faut que tu cliques sur partager. Après, partager l'écran. Ouais, sélectionne bon. L'écran. Et après, tu dois être bon. Voilà, ça arrive. OK, on voit ton écran. Super. Parfait. Donc, je reviens sur la page 1 qui est Revenu Pierre. Donc, globalement, un stock permanent sur le marché de la résidence gérée de 150 lots en permanence. On rappelle un tout petit peu ce qu'est la location meublée en résidence gérée. Intervenir sur ce marché, c'est globalement intervenir dans une résidence-service, déléguer 100% de la gestion à un exploitant professionnel, on appelle quelquefois un gestionnaire, mais on aime bien parler d'exploitant, dans le cadre d'un bail commercial. Donc, uniquement bail commercial, uniquement délégation, globalement, pas d'intervention sur le marché libre hors bail commercial. D'ailleurs, si je peux te poser des questions sur ça, il y a aussi du LMNP dans le libre où tu peux acheter un studio et tu le meubles et tu le mets en location meublée. Comment on compare ça avec la résidence gérée et c'est quoi les critères de décision et qu'est-ce qu'on peut dire à un investisseur sur ce sujet? On peut faire de la location meublée de deux façons. Soit dans une résidence gérée, et le principe, c'est j'en délègue l'exploitation et la gestion, et globalement, je m'occupe de rien, voilà. Ou globalement, j'achète des appartements dans des immeubles classiques. Je m'assure que les règlements de copropriété permettent de faire de la location meublée. Je meuble et je mets en location meublée, soit directement en m'en occupant moi-même, soit via un mandat de gestion, via des agences immobilières plutôt spécialisées. Donc, on peut faire de la location meublée. Ça c'est le deuxième cas, c'est l'investisseur immobilier type qui a commencé à faire de la location nue, qui a constaté que dans la location nue, la fiscalité devenait vite confiscatoire et qui
quand les marchés le permettent, commencent à faire de la location meublée. Voilà. Mais on peut faire les deux. L'un, globalement, on s'en occupe pas, on délègue. L'autre, on s'en occupe, on est actif, on gère les intercontrats, on gère les travaux. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Il est assez fréquent que des investisseurs aient les deux. Ils commencent par faire de la location meublée en résidence gérée, donc pour apprendre globalement, et ensuite deviennent de plus en plus connaisseurs et investissent dans l'immobilier classique et transforment leur revenu en meublé. Ok. Alors, on rappelle que pour qu'un bien soit meublé, il y a vraiment des critères précis à respecter. On ne va pas les énumérer là, mais globalement, le locataire doit pouvoir arriver avec ses valises et être 100% autonome. Donc, évidemment, le logement doit être équipé, évidemment, frigidaire, plaque électrique, etc. Mais un peu plus que ça, hein, il faut qu'il soit réellement meublé, il faut qu'il y ait des kits couverts, il faut que tout soit prêt. C'est vraiment de l'hôtellerie pure. Et ces thèmes-là doivent être assez scrupuleusement respectés pour que rien ne soit remis en cause. Voilà. Donc, le logement doit être meublé, mais c'est pas meublé au hasard. Hein, il y a des règles. Quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des contrôles là-dessus vraiment ou en fait c'est pas trop? Si, il y a plusieurs types de contrôles. On peut imaginer un contrôle systématique. C'est déjà arrivé. Un an après la mise en location d'une résidence gérée. Ça m'est déjà arrivé en résidence d'étudiants. Voilà, un contrôle de la réalité du respect de l'aspect meublé, du respect des services rendus. Il faut que les exploitants soient extrêmement précis, extrêmement sûrs d'eux, au minimum au départ, parce que les contrôles existent. Donc ça, c'est dans les résidences gérées, les contrôles existent. Et en résidence classique, ça existe plutôt dans des logiques Airbnb, dans des logiques perso. Si votre bail est bien rédigé, vous n'aurez pas un contrôle de logement. Vous aurez un contrôle de votre bail. Donc, il faut que votre bail soit bien rédigé avec les annexes qu'il faut sur l'aspect fourniture des meubles. Voilà. Donc, en résidence gérée, on peut intervenir sur plusieurs types de segments. J'essaye d'aller vite. On a des résidences d'étudiants qui sont l'historique des résidences gérées. Voilà, ça date des années 92-95, les premières résidences d'étudiants en résidence gérée. Avec le temps, on a commencé à avoir des résidences orientées vers le business, donc pour les déplacements professionnels, je dirais des cadres, qui pouvaient aussi gérer le tourisme urbain dans les très très grandes villes. Et puis on a eu des grandes vagues de résidences gérées en EHPAD, à un moment donné où le pouvoir public ont fait appel au privé pour rénover des parcs d'EHPAD existants et pour construire rapidement des EHPAD nouvelles. Et puis, sur les 10-15 dernières années, on a des vagues importantes de développement de résidences seniors, donc qui sont des résidences non médicalisées pour une population qui est valide, qui est autonome, 75-85 ans, quoi, globalement, qui cherche le centre-ville, la proximité du centre, des services, avec un peu de service et la proximité des commerces et la rupture de l'isolement. Globalement, voilà. Donc, on commence par, voilà, historiquement, c'est beaucoup d'étudiants, un peu de business, des grandes vagues d'EHPAD et aujourd'hui, des gros focus sur les résidences seniors qui sont appelées à se développer sur les 15-20 prochaines années de façon importante. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, tu dis les résidences seniors qui ont le vent en poupe, mais c'est le segment qui aujourd'hui est actif, où il y a quand même une répartition des créations de manière uniforme sur ces différentes typologies de résidences? Non, sur le marché primaire, le secteur étudiant, le marché primaire, c'est-à-dire le marché du neuf, le marché étudiant est beaucoup moins actif qu'il l'a été il y a 15 ans parce que dans un certain nombre d'endroits, on est sur des marchés qui sont stables, matures. J'ai pas dit saturés, mais stables et matures. Les gros développements des opérateurs, des promoteurs se font sur les résidences seniors parce qu'on a un développement de marché qui est significatif. Donc aujourd'hui, on a 3 résidences seniors pour une résidence d'étudiants.
en gros. Voilà. Et on a sur le marché du neuf extrêmement peu maintenant de résidences EHPAD. La période est passée, et les nouvelles constructions sont extrêmement rares. Ça reviendra peut-être dans le futur parce que les besoins sont toujours là et ne sont pas particulièrement couverts. Mais ce qu'on trouve en neuf, c'est essentiellement du senior aujourd'hui, 3/4 et 1/4 d'étudiants. Voilà. Donc, ça, c'est sur le marché du neuf. Sur le marché secondaire, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Voilà. Donc, je continue un peu rapidement le déroulé. Quand on est en résidence gérée, on rappelle qu'on est un propriétaire, on donne un bail commercial à un exploitant qui est un exploitant professionnel qui remplit sa résidence et qui restitue un loyer quel que soit le taux d'occupation. Le propriétaire initial n'intervient pas, évidemment, dans le remplissage de la résidence. Donc, alors, tout ça se passe, donc on a vu un petit peu comment fonctionnait la location meublée en résidence gérée, propriétaire, exploitant, occupant final, pas d'intervention du propriétaire. Il est important qu'il n'y ait pas d'intervention du propriétaire, parce que la fiscalité ne sera pas la même. Cette location gérée, on appelle ça du LMNP. Ça permet quoi? C'est de la comptabilité. Ça permet que le propriétaire amortisse fiscalement son bien, comptablement, fiscalement son bien, sur une durée en moyenne de 30 ans, de 25 à 40 ans. Il va amortir 85% de son actif immobilier. Les 15%, c'est le terrain qui comptablement ne s'amortit pas. Donc, le fait de comptablement amortir crée une base taxable faible ou inexistante. Et c'est pour ça que la base taxable étant faible ou inexistante essentiellement à cause de l'amortissement, la base d'imposition, donc qui va supporter l'IRPP et l'IR derrière, sera soit faible, soit inexistante. Et globalement, en location gérée, mais qu'on soit en résidence-service ou qu'on ne soit pas en résidence-service, c'est la même chose. On a l'habitude de dire que les 10 premières années, c'est globalement une absence de fiscalité, la fiscalité commençant à pointer un tout petit peu le bout de son nez au bout d'une dizaine d'années. Ça, dans le cadre d'un investissement cash. Voilà. Donc, on retient qu'on a des flux immobiliers peu fiscalisés ou pas fiscalisés. En location meublée, c'est la grosse différence versus la location immobilière nue qui est un peu confiscatoire. Voilà. Ça, juste un ordre de grandeur, vous avez peut-être en tête, mais l'impôt sur le revenu locatif, si vous avez un investisseur qui a une TMI à 30%, c'est 47,2, c'est 30% plus 17,2 de prélèvements sociaux, donc on est quasiment à la moitié d'impôts sur les revenus locatifs. Donc c'est majeur, c'est dire au lieu de toucher 100, vous touchez 50 net. Donc là, le LMNP en résidence gérée, ça permet de garder ces 100 sur près de 10 ans, et après ça continue avec ce mécanisme d'amortissement à réduire de manière massive l'imposition sur les revenus locatifs, les revenus fonciers. Et j'ai une question, j'en profite, Étienne, puisque je te coupe, de Victor sur alors c'est une question centrale, ça va, je suis sûr que ça va revenir au cours de la présentation sur le risque de non-paiement de loyer. T'as parlé brièvement pour l'instant du fait que c'est l'exploitant qui paye les loyers, quel que soit le taux de remplissage. D'accord, on sait que dans la période actuelle, c'est pas un sujet neutre. Est-ce qu'ils payent toujours même si c'est pas rempli? Ils ont l'obligation. Alors moi, je propose que cet aspect relation avec l'exploitant, paiement des loyers, Covid, contentieux, etc., on l'aborde un tout petit peu plus loin. Ouais, et globalement, l'exploitant a l'obligation de payer les propriétaires, quel que soit le taux d'occupation et quelle que soit la situation juridico-administrative dans laquelle on est depuis 18 mois. Donc Victor, on répond à ta question tout à l'heure. Et Karine, par contre, pose une question sur la fiscalité parce que tu as dit quelque chose en passant là sur le fait que c'est important que le propriétaire ne participe pas et elle se demande si la fiscalité sera pas la même si le bien est exploité par un exploitant ou par le propriétaire. Est-ce que tu peux préciser ça?
le respect de la fiscalité LMNP, comment dirais-je? La fiscalité en termes de revenus est la même chose. Que le propriétaire exploite lui-même ou délègue la gestion, on est toujours dans du bénéfice industriel et commercial. On est toujours dans du BIC. Mais une fois, on est dans du LMNP, qui est une sous-catégorie du BIC, et une autre fois, on n'est pas dans du LMNP. En termes de revenus et d'imposition sur les revenus, ce sera la même chose, mais en termes de plus-value à la vente, c'est 100% différent. Voilà. Si vous voulez que j'aille plus loin, je peux aller plus loin. Voilà. On retient juste que si on veut être strict LMNP et bénéficier de la plus-value des particuliers qui est extrêmement favorable aujourd'hui quand on vend, hein, puisque on ne tient pas compte des amortissements quand on vend, même si on a amorti, donc c'est quand même royal comme calcul. Il faut ne pas être intervenu dans la gestion et être un loueur meublé non professionnel et pas un exploitant. Voilà. Il y a une autre question sur le taux d'amortissement, enfin le taux alloué au foncier sur l'amortissement, et donc qui ne s'amortit pas. Non, le foncier s'amortit pas. Alors après, quelle est la quote-part du foncier versus l'ensemble? Chacun est libre. Il n'y a pas de règle. Les choses sont différentes si vous êtes à Paris ou si vous êtes à Montauban. Donc, si vous êtes à Paris, vous pouvez avoir des taux qui représentent 30%, c'est-à-dire que le foncier représente 30 ou 35% de la valeur de l'immobilier. Si vous êtes à Montauban, on va dire que ça peut représenter 8%. Donc, il n'y a pas de règle, il y a des usages qui doivent être un peu prouvés si on a des contrôles. Donc, en fonction des endroits géographiques, les taux sont différents. Les règles moyennes en province, c'est autour de 15%. Et les règles, à Lyon, par exemple, ça sera 15%. Oui, nous, on met 18. Vous voyez, enfin, voilà, sur 10 grandes villes précises, on met 18. Sur beaucoup de villes numéro 2, on est à 15. Et puis sur des villes plus campagne, si vous voulez, j'ai vu des choses en dessous de 10%. C'est le propriétaire et son expert comptable qui sont qui sont décideurs en la matière. Il n'y a pas de règle fiscale précise. Il y a deux taux sur lesquels on doit arbitrer. Quelle est la partie du foncier qui ne s'amortit pas, et puis quelle est la durée de l'actif immobilier. Il y a des gens qui amortiront sur 20 ans, c'est assez agressif, peu réaliste, et une majorité sur 25 ans, une petite majorité sur 25 ans, une grosse majorité sur 30, et puis quelques-uns sur 35 ou 40 ans sur des immeubles parisiens très patrimoniaux. Bon, les contrôles sont peu nombreux. Les experts comptables spécialisés ont globalement des usages autour de 30 ans pour les laisser faire. Voilà. Pour terminer l'aspect fiscalité, on rappelle que pour faire du meublé, on a une fiscalité particulière. On peut avoir de la comptabilité réelle, donc c'est le bien qui s'amortit. Donc ça suppose une comptabilité, ça suppose de faire appel à un expert comptable pour faire sa déclaration, c'est un bilan, hein, tout simplement. Donc ça suppose de faire appel à un expert comptable. Je ne vous engage pas à le faire vous-même. Deuxième, donc ça c'est l'aspect le plus favorable parce que les biens s'amortissent et ça génère une absence de fiscalité au moins les premières années. La deuxième option pour les gens qui ont une phobie administrative, qui n'ont pas emprunté, qui n'ont pas de travaux, qui ont peu de charges sur leur résidence, c'est de faire ce qu'on appelle du micro-BIC. C'est un régime c'est pas un régime réel, c'est un régime micro qui consiste à dire j'ai 100 de loyer, je suis imposé sur 50%. Et c'est donc les 50% de mes 100 qui vont subir mon taux marginal d'imposition. Mais là, j'ai pas besoin d'expert comptable, j'ai pas de déclaration particulière à faire. Je dois juste conserver un Excel avec un calcul de mes recettes et de mes dépenses comme en revenu foncier, et c'est tout. Donc ça convient à des gens qui n'aiment pas les papiers, qui n'ont pas d'emprunt à déduire, qui n'ont pas d'intérêt d'emprunt à déduire et qui n'ont pas de travaux particuliers à imaginer sur la résidence. Voilà. L'un est un peu plus favorable que l'autre, le réel est un peu plus favorable, mais le premier peut intéresser des profils, notamment quelquefois des personnes âgées qui investissent en cash et qui veulent absolument pas s'embêter, quoi.
Pour terminer sur l'aspect fiscalité, quel est l'intérêt de faire du réel versus du micro-BIC ou quel est l'intérêt de faire du BL, du réel tout court? Évidemment, en réel, c'est de la comptabilité, donc on déduit toutes les charges, charges de copro, intérêt d'emprunt, taxe foncière. On n'est pas comme un revenu foncier où on a des charges précises et limitées en charges déductibles. Évidemment, les biens s'amortissent et l'amortissement se reporte, donc ça peut durer extrêmement longtemps et c'est pour ça qu'on a des bases d'imposition inexistantes ou faibles. Et dans des résidences gérées, mais uniquement dans des résidences gérées, on peut récupérer la TVA de l'investissement, mais uniquement dans les résidences gérées, pas dans les résidences, pas dans l'immeuble classique en face de chez vous. La récupération de la TVA, c'est un aspect qui est pas neutre, puisque ça diminue votre coût d'investissement. Voilà. Voilà l'intérêt, à mon sens, de travailler en résidence gérée, récup de TVA et on se met en réel ensuite. Voilà. J'ai à peu près terminé sur la revue rapide du LMP, du LMNP, micro-BIC, réel. La récupération de TVA, elle est sur le marché du neuf, sur le marché secondaire aussi? Elle existe de toute façon partout, neuf et secondaire. En secondaire, vous avez de la TVA, par exemple, sur nos honoraires, mais vous avez aussi de la TVA quand vous achetez un professionnel de type opérateur immobilier marchand de biens. Vous avez de la TVA à 20% comme dans du neuf. Donc, il y a beaucoup d'idées reçues. On peut avoir 20% de TVA soit dans le neuf, soit dans des opérations vendues par des opérateurs immobiliers sur le marché secondaire. Donc, par exemple, les opérations que Revenu Pierre propose sont toutes avec TVA? Elles sont pas toutes avec TVA. J'en ai 10% qui sont avec TVA, qui sont des 10%. C'est soit des opérations sur lesquelles notre filiale foncière a été propriétaire ou est propriétaire et les revend sur le marché secondaire. Et là, ça marche exactement comme dans du neuf. D'accord. Sinon, la TVA sur le marché secondaire, on passe d'un investisseur X à un investisseur Y. Quand on est simplement un intermédiaire, une agence immobilière ou une plateforme, on n'achète pas les lots dans ce cas-là. On est broker, on passe d'un vendeur X à un acheteur Y, et dans ce cas-là, entre les deux, il n'y a pas de flux de TVA, l'investisseur, le vendeur initial conserve la TVA qu'il a récupérée quand il vend, et l'acheteur futur ne paye pas de TVA par rapport à l'investissement de départ. Voilà. Il y a juste la TVA sur nos zonos qui est toujours déductible. Donc, ce que tu dis, c'est que Revenu Pierre parfois achète les biens et les revend, et absolument. Parfois juste est courtier, met en relation le vendeur et l'acheteur. Absolument. J'ai deux modèles économiques. J'ai un modèle de type opérateur et un modèle de type courtier. Et tu choisis comment? Quand j'ai 10 lots à acheter d'un coup avec un propriétaire qui veut une sécurité totale, un vendeur qui veut une sécurité totale sur son délai, j'ai quelquefois pas tellement de choix. Soit je lui achète, soit rien ne se passe. Donc, il faut quelquefois acquérir. Okay. Et puis, c'est quelquefois des situations compliquées, des divorces. Franchement, c'est des situations compliquées qui ne laissent pas le choix que d'acquérir. D'accord. Voilà. C'est pas ce qu'on préfère parce que ça coûte cher en fonds propres, ça fait de l'admin, le juridique est un peu compliqué, mais ça existe. Et puis, vous pourrez voir dans notre stock des lots revendus par des foncières d'exploitants, par exemple. On a des exploitants qui organisent un petit peu leur marché secondaire, qui rachètent des lots, qui remettent en place un nouveau bail et qui nous les donnent ensuite à commercialiser, mais en étant propriétaires. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez trouver de la TVA sur le marché secondaire, y compris sur les biens immobiliers eux-mêmes. Voilà. Ça dépend qui est propriétaire à ce moment-là. Pour une dernière question sur l'aspect un peu fiscal du réel et versus le BIC de Franck qui demandait si dans le cadre du BIC on pouvait déduire les charges de copro. Il n'y a pas de déduction, c'est forfaitaire le BIC. Le micro-BIC est forfaitaire. Oui, le micro-BIC est forfaitaire. On ne déduit rien du tout. Donc, il faut bien regarder ce qu'on fait en micro-BIC et ce qu'on fait en LMNP-REL. Un même propriétaire ne peut pas avoir deux régimes fiscaux. Il est soit en micro-BIC, sur la totalité de son patrimoine,
meublé, soit il est au réel. On peut pas avoir les deux. Voilà. Alors, il parlait, pardon, et j'ai mal compris sa question. Il parlait du réel en BIC. Moi, je déduis tout ce qui concerne la vie de l'immeuble, l'administration de l'immeuble, donc la vie de l'immeuble, les travaux, les taxes foncières, les travaux menus ou moins menus, l'administration, le coût de gestion, le coût de la compta. Si vous avez un immeuble à Nice et comme par hasard vous allez visiter votre immeuble à Nice une fois par an, coût de déplacement, oui, on peut réfléchir un peu sans exagérer. Hein. C'est de la vraie compta. Donc c'est une vraie société, enfin c'est une vraie logique de société sans être inscrit au RCS. Donc c'est une vraie logique comptable. Donc on déduit toutes les charges qu'on peut justifier comme ayant un rapport avec l'activité de meublé que l'on dit diligence. Et est-ce qu'on peut créer une SCI? C'est nécessaire? Ça a quel impact? Non, on ne crée pas une SCI quand on fait du meublé et on ne met pas du meublé dans une SCI. Une SCI est civile. Le meublé, c'est une activité commerciale. Donc c'est antinomique. Donc on ne met pas du meublé dans une SCI, sauf si la SCI est à l'IS. Voilà la règle. Vous pouvez faire du meublé à titre perso, dans une SARL de famille. Donc, ce sont des SARL transparentes avec les membres de votre famille, dans une SARL, dans une SCI à l'IS, mais attention, hein, c'est pas l'IR, ça n'a rien à voir en termes de plus-value à la fin. Mais par principe, vous mettrez des biens immobiliers nus dans votre SCI, vous ne mettrez pas des biens immobiliers meublés. D'accord. SAS? C'est possible. Ouais, SAS, c'est comme une SCI à l'IS, absolument. Ouais, SAS à l'IS, oui, bien sûr. Alors, Franck, qui revient sur les charges déductives, les charges locatives, elles sont bien déductibles au réel? Toutes les charges sont déductibles. Les charges locatives, généralement, elles sont forcément déductibles, mais ensuite, la question est de savoir qui paye les charges locatives. C'est quoi les charges locatives? Allez, pour faire simple, l'eau, l'électricité, le chauffage. Normalement, en résidence gérée, c'est pas normalement, c'est une charge qui est prise en compte par l'exploitant, par le locataire. Donc, généralement, dans les résidences gérées, les propriétaires ne payent pas les charges locatives, ne payent pas les charges récupérables, pour employer les bons mots, ils ne payent que les charges non récupérables. L'exploitant paye les charges récupérables, le syndic lui facture directement, et le propriétaire ne paye que les charges non récupérables, c'est-à-dire sa quote-part d'assurance et puis les quelques charges non récupérables définies très souvent par la loi de 87 si on est sous ce régime-là. Donc évidemment, toutes les charges sont déductibles, donc récup, non récup, tout ce que vous voulez. Alors, une question de Alain qui parle de Censi-Bouvard. Donc, on n'a pas évoqué ça, mais il y a deux modalités d'investissement sur les résidences gérées LMNP. La première, celle dont on parle, c'est avec une fiscalité d'amortissement. Mais il y a aussi une loi fiscale qui s'appelle Censi-Bouvard qui a été mise en place et qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 11% du montant investi. Et la question d'Alain, c'est est-ce que si jamais on a investi dans du Censi-Bouvard, dans une résidence gérée sous Censi-Bouvard, est-ce qu'on peut la revendre sur le marché secondaire et que ça bascule en amortissement, en LMP amortissement? La réponse est oui, et c'est une grosse partie de notre activité 2021-2022. Les gens qui ont investi dans un régime Censi-Bouvard, c'est réservé à la construction neuve. Ils ont une obligation de conservation pendant 9 ans. Mais à l'issue de ces 9 ans, le bien ne peut pas s'amortir comptablement. Donc, la fiscalité devient assez pénible. J'ai pas dit confiscatoire, mais pénible. Elle est proche de la location nue. Donc, évidemment, ça génère des pourcentages de vente, enfin des volumes de vente très significatifs parce que les propriétaires, à l'issue du dispositif Censi-Bouvard, sont amenés à vendre très souvent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de crédit d'impôt, les ventes sont passées et ils ne peuvent pas l'amortir. Donc, ça génère de l'IR et ils préfèrent faire autre chose. Donc, à ce moment-là, ça se revend et le futur propriétaire, évidemment, il est comme tout nouveau propriétaire, il peut amortir son bien. Il peut amortir son bien, quel que soit ce qui s'est passé avant. Et c'est vrai que on le verra un peu plus tard, les sorties de Censi-Bouvard sont une source d'approvisionnement assez intéressante pour nous, mais aussi pour les futurs acheteurs, donc pour vos clients,
parce que les résidences sont récentes, parce qu'on repart très souvent sur un nouveau bail. Voilà, là, je trouve qu'il y a des bonnes opportunités de se positionner sur les lots qui sortent de sortie de Censi Bouvard. On en reparlera tout à l'heure sur ce thème-là. Ok. Est-ce qu'on a globalement à peu près fini l'aspect fiscalité? Il y a un point sur lequel j'attire l'attention qui est peu connu. Les gens qui font du micro-BIC, donc on a dit ils aiment pas les papiers, ils n'ont pas de crédit, ils sont quelquefois âgés, ils veulent faire simple. Ces gens-là, ils peuvent aussi récupérer la TVA. Ils peuvent aussi être dans le régime fiscal de la TVA. Donc, dans le passé, on faisait beaucoup d'opérations, on faisait acheter beaucoup d'opérations neuves à des gens qu'on mettait en BIC réel, en leur disant c'est la seule façon de récupérer la TVA. Depuis maintenant 2 ans, 3 ans, ce n'est plus vrai. On peut récupérer la TVA, donc opter pour la TVA, même si on est en micro-BIC. C'est relativement peu connu. C'est assez utile pour ceux qui aiment ce régime. Voilà. J'ai à peu près fini sur l'aspect fiscal. Ouais, alors je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les aspects fiscaux avant qu'on parle vraiment du marché secondaire des résidences gérées. N'hésitez pas dans le chat si vous voulez encore avoir quelques éclaircissements sur ça. Sinon, écoutez, on prendra quand elles arriveront vos questions et on va commencer à parler du cœur du sujet. Alors si on a Gilles qui repose sa question à laquelle j'ai pas répondu parce que ça parle de NuPro et qu'on va faire une masterclass dédiée à la NuPro bientôt. Donc je sais pas si tu veux y répondre quand même, Étienne, mais je te l'ai dit, hein, il demande si l'investisseur fait la donation de la NuPro, peut-il faire la règle des amortissements? Non. Là on n'est plus trop dans la résidence gérée. La réponse est non. La réponse est non. On contourne souvent le problème en mettant l'investissement LMNP, mais dans une SARL de famille, et on démembre les parts. On règle le sujet comme ça. Ouais, évidemment, si on le fait sur un seul lot, c'est pas très économique de faire une SARL sur un seul lot. S'il y a 5 lots ou 10 lots, ça a du sens, ça a beaucoup de sens. Pour un seul lot, je suis pas convaincu, quoi. Donc, alors, Karen voudrait des précisions sur les différences entre les plus-values gérées versus classiques. Parce que tu as dit à un moment ça, qu'il y avait une grosse différence. Il n'y a pas de différence. Alors, j'ai pas dit exactement ça. J'ai dit que l'investisseur en résidence gérée, quand il va vendre, c'est la plus-value des particuliers. C'est comme la plus-value du studio dans l'immeuble d'en face. Donc, on ne tient pas compte des amortissements. Ok. Ça, c'est si vous êtes un loueur en meublé non professionnel et que vous avez respecté ce statut-là. C'est-à-dire que vous vous êtes pas immiscé dans la gestion de votre bien, l'exploitation de votre bien. Par contre, si vous n'êtes pas, donc, est-ce que ça répond à la question? C'est la plus-value LMNP, c'est la plus-value des particuliers. Voilà. D'accord. Donc plus-value, favorable. Plus-value LMNP, que je sois en résidence gérée ou pas, que je sois en. Oui, absolument, absolument. Absolument. Donc, si moi j'achète un studio et que je le mets en location meublée, à la revente, je suis sur la plus-value des particuliers. On ne tient pas compte de l'amortissement. Ok. Voilà. C'est un point favorable. Alors, c'est un point acquis depuis très très longtemps. Hein, une éternité que ça dure. Ce point-là peut-être être amené un jour à changer. D'accord. Voilà. Alors Florian nous demande si on peut revendre en faisant du Censi. Non, le Censi Bouvard c'est forcément sur du neuf. Donc si vous revendez, c'est plus du neuf et donc c'est plus possible de faire du Censi. On fait du Censi sur du neuf. Quand on sort de la période Censi Bouvard, on revend sur le marché secondaire et là on n'est plus en Censi Bouvard. On amortit le bien, quoi. Voilà. Donc on peut passer de Censi Bouvard à résidence LMP amortissement. Par contre, on peut pas faire du Censi. Karen insiste sur la différence de l'impôt sur la plus-value. C'est LMNP versus LMP. Non, c'est LMP versus BIC hôtelier. Ça peut être aussi LMNP versus LMP, mais mon critère, c'était pas celui-là, c'était LMNP versus exploitant hôtelier. Comment dirais-je celui qui exploite et qui rend les services, c'est un hôtelier. Celui qui est propriétaire et qui donne à bail à un exploitant, il n'est pas hôtelier.
il est investisseur non professionnel, meublé non professionnel. La différence entre les deux est importante. Elle se situe au niveau de la plus-value. Voilà, on est sur du très très technique là, Karen. En plus, c'est vraiment. Enfin, si vous faites si vous proposez un investissement en résidence gérée LMNP, le client va pas se substituer à l'exploitant, ça va pas se présenter. Hein. C'est vraiment. Là, on est dans des typologies d'investissement qui ont absolument rien à voir. Comment comment tu fais ton sourcing? Comment Revenu Pierre a des bonnes affaires à proposer? Ça vient d'où? Alors, on en a à peu près entre 10 et 12 par jour, tous les jours. Tous les jours. Sur les 10 à 12, on en prend 3, 4, disons entre 3 et 4 tous les jours. Donc, tous les soirs, il y a un petit comité qui dure 30 minutes. On prend pas, on le traite comme ci, on le traite comme ça. Donc, j'en ai 10 à 12 par jour. Et d'où viennent-ils? Ils viennent de toutes parts. Ils viennent des copropriétés elles-mêmes, hein, des syndics, des exploitants aussi, qui nous demandent de traiter leurs propriétaires, soit on a des accords avec eux, soit ils le font naturellement. Les CGP qui ont vendu au départ, qui à un moment donné ont des besoins d'arbitrage pour leurs clients, nous sollicitent évidemment à ce moment-là. Tout ça, ça fait 50% de l'activité. Il reste 50% qui est le web lui-même, c'est-à-dire que les propriétaires qui veulent revendre, ils pensent pas toujours à s'adresser à leur exploitant, ils pensent pas toujours à s'adresser à leur CGP, ils vont sur Google et ils tapent comment je fais pour revendre un LMNP. Voilà, tout simplement. Et ces gens-là en représentent 5 par jour. D'accord. Voilà. Et 5 par jour qui viennent du web et 5 par jour qui viennent des exploitants, des experts comptables, des syndics et des CGP. Pourquoi t'en prends que 3 sur 10 alors? Eh bien, parce qu'il y en a peut-être 7 sur 10 qui ne nous conviennent pas. Alors, nos critères à nous, on cherche essentiellement, en tout cas en 2021, hein, en 2021, je cherche essentiellement de la résidence d'étudiants, de l'EHPAD, du senior. Je cherche beaucoup moins de tourisme, j'en ai jamais trop cherché depuis 15 ans, et je ne cherche pas en 2021 des résidences de type business. On y reviendra en 2023 sans doute, mais pour l'instant, voilà. Donc il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'actifs qui ne me conviennent pas. Et dans les catégories qui m'intéressent, donc étudiants, seniors, EHPAD, il y en a globalement la moitié qui ne nous conviennent pas. Pourquoi? Soit parce que l'exploitant n'est pas validé chez nous, il y en a quelques-uns, soit parce que les critères de la résidence sont mauvais. C'est quoi les critères qui sont mauvais? C'est souvent des comptes d'exploitation de résidence, des fois d'exploitants, des fois les deux, qui sont pas positifs ou qui sont pas une bonus et dont on sait pertinemment qu'un compte d'exploitation qui n'est pas bon, ça veut dire un fonds de commerce qui n'est pas très positif, qui n'existe pas, ça dure pas des éternités. Donc, le premier critère, c'est certes l'emplacement versus la destination, hein, évidemment, mais c'est l'existence d'un fonds de commerce positif, c'est l'existence de comptes d'exploitation positifs, stables dans le temps. Ça, c'est le premier vrai critère. Et tu as accès à ça systématiquement quand te propose un bien à vendre. Imagine que c'est pas une résidence que tu as déjà vue. Comment tu fais pour avoir accès à ça? D'abord, c'est dans 80% déjà des résidences qui sont vues. Parce que des résidences gérées chez nous, il y en a 1100 qui sont référencées. Donc 1100 sur lesquels on a des notes, des interventions, de l'historique. Donc dans 80% des cas, ça va extrêmement vite la réponse. Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup. La réponse, elle est pas automatique. Elle sera peut-être un jour très automatique, mais pour l'instant, ça l'est pas. Donc dans 80% des cas, on a des métriques, on a du réel. Comment on a les comptes d'exploitation de la résidence? Une fois sur deux, c'est des filiales. Donc, les filiales, les comptes d'exploitation sont… Enfin, c'est une filiale qui porte la résidence. Donc, une filiale de l'exploitant qui porte la résidence. Donc, les comptes sont connus, hein, tout simplement. Et dans un cas sur deux, on n'a pas les comptes de la résidence parce que c'est mutualisé. Alors là, il y a plein de cas de figure. Dans le monde de l'EHPAD, on a… Allez, comment dirais-je on a des modes de calcul pour recomposer le compte d'exploitation. On va dire ça comme ça.
on part du loyer, on part du prix de vente à la journée et on sait recomposer le compte d'exploitation d'une résidence EHPAD. C'est pas si difficile que ça. Et puis, quand on a une incertitude, on pose la question à l'exploitant. On lui dit, tiens, voilà notre Excel de calcul. Vous êtes d'accord avec ce que j'ai raconté? Donc, il y a 5 ans, évidemment, il m'envoyait un peu balader. Aujourd'hui, il râle, mais ils me disent des choses. Donc, en clair, les comptes d'exploitation des EHPAD, dans 95% des cas, je les connais. Les comptes d'exploitation des résidences d'étudiants, à l'exception d'un exploitant, un gros, les autres, je pense que j'ai une très très bonne connaissance des comptes d'exploitation de chaque résidence. Les comptes d'exploitation des résidences de tourisme, j'en fais pas beaucoup. On a généralement accès aux comptes puisque c'est une obligation légale. C'est pas très très difficile finalement d'arriver à les avoir. Donc finalement, dans 90% des cas, les comptes, ça fait partie des choses connues. D'accord. Et une résidence sur laquelle on ne comprend rien en termes de chiffres, on n'y va pas. C'est tout ça. Même si c'est un magnifique exploitant. Hein. Voilà. Donc en fait, il n'y a aucun exploitant. Donc les critères, c'est déjà l'emplacement versus destination, évidemment, mais c'est l'existence de comptes positifs et d'un fonds de commerce positif. Ça, c'est le premier sujet. Donc vous voyez que ça vient bien avant l'exploitant. Et avant de parler de l'exploitant, à mon avis, il y a encore d'autres critères. Voilà. L'exploitant, bien sûr, ça compte. Mais c'est pas le point déterminant. Le bail, c'est pas le point déterminant parce qu'un bon bail sur une résidence qui perd de l'argent, ça va pas durer longtemps votre bon bail, d'accord? Un exploitant génial sur une résidence en perte, ça va pas durer longtemps. Ou ça durera le temps qui voudra que ça dure, voilà. Donc à votre grande surprise, l'exploitant et le bail, ça fait pas partie de nos 3 premiers critères. Ça fait partie des critères 5 et 6, ou 4 et 5 et 6, ou 4 et 5, mais ce n'est pas les 3 premiers. Voilà. Voilà. Tu peux les rappeler, les 3 premiers? Le premier, c'est emplacement versus destination, c'est-à-dire ne pas construire une résidence d'étudiants loin d'un centre étudiant, hein, on voit de tout, ça arrive. Ne pas construire une résidence business un Montauban, c'est toujours mon exemple. Alors, j'espère que j'ai pas trop des CGP de Montauban, mais c'est mon exemple. En résidence business, c'est assez restreint. Donc, premier critère, emplacement versus destination. Deuxième critère, compte d'exploitation de la résidence. Voilà. Existence de fonds de commerce. Troisième critère, travaux, mise aux normes, adéquation de la résidence en termes de standing. Et pas de standing en termes en termes de propreté d'entretien. Voilà, je m'exprime mal. En termes comment tu l'évalues? On va voir. Toutes les résidences sont visitées. Alors, je dis pas sur tous les lots, mais toutes les résidences sont visitées. On en visite 300 par an, donc à la fin, ça finit par faire. Et puis, quand c'est pas nous qui pouvons venir visiter, j'ai toujours un collaborateur en province qui passe. Voilà, quand j'ai un collaborateur qui se déplace sur une ville, il a l'obligation d'aller voir 3 résidences. Mais il va voir 3 résidences. Il va parler avec le gardien. Il va parler avec la directrice. Il va nous faire une idée sur comment ils remplissent, c'est quoi la concurrence locale, etc. Donc, au bout d'un certain temps, ça fait des vrais data, ça fait des vrais sujets de réflexion. Et puis, on va dans à peu près 200 AG par an. Alors, c'est un peu plus compliqué maintenant, mais on va dans un nombre incalculable d'assemblées générales de propriétaires, soit parce qu'on a des lots sur notre foncière ou nous-mêmes, soit parce qu'on est mandaté par des propriétaires bénévolement pour nous, voilà, et on fait des reports. Et là, la connaissance de la résidence que vous avez, là, vous pouvez parler travaux parce que vous avez le syndic, vous avez toujours quelqu'un qui connaît, vous avez le conseil syndical qui est là. Voilà comment on apprend en fait des résidences. C'est le terrain qui nous apprend les résidences. Et ensuite, dans nos critères, on parle du bail évidemment. Il y a quand même des règles minimum dans un bail. Hein. En EHPAD, on veut des beaux longs. En résidence d'étudiants, j'ai moins d'attention sur ce type de choses. Quand j'ai une filiale, j'aime bien avoir la caution de la société mère. La répartition des travaux, elle doit être très très claire. L'indexation, elle doit être très très claire. Bon voilà. Ensuite, l'exploitant. Donc c'est seulement à ce moment-là l'exploitant. Donc l'exploitant, c'est quoi? C'est qu'il ait des fonds propres, qu'il ait une solidité financière et surtout un track record opérationnel, quoi. Qu'il sache faire, qu'il soit pas exploitant depuis 15 jours. Ça arrive, hein, on voit de tout. Mais l'exploitant arrive seulement à ce moment-là.
Ouais, voilà un petit peu l'ordre des critères. J'ai dû en oublier un à la fin. Mais globalement, voilà, l'exploitant, c'est plutôt à la fin. Et c'est pas le premier critère. Parce qu'il n'y a aucun exploitant qui a toutes ses résidences validées. Aucun. Ça n'existe pas. Chez nous, en tout cas. Même les plus grands. On se fait engueuler de temps en temps. Voilà. Mais il y a toujours des sujets chez un exploitant. Soit il y a des sujets, la résidence ne fonctionne pas en termes de compte d'exploitation. Soit il y a un sujet en restructuration à prévoir. Soit il y a un sujet cession possible. Soit, voilà, il y a toujours des raisons. Donc on ne peut pas vérifier systématiquement. Le troisième critère, c'était justement cette qualité d'entretien de la résidence qui est vérifiée avec des visites sur place. Avec des visites sur place, il y a deux logiques. Est-ce qu'il existe un plan travaux? Alors, c'est pas toujours sur place qui nous l'indique. En EHPAD, c'est pas sur place, c'est plutôt les sièges des exploitants. Sur les résidences d'étudiants, c'est sur place. C'est vraiment le directeur ou le régisseur qui va nous expliquer. Ça, c'est parfait. Mais au moins, vous savez. Et ça, plus les assemblées de copropriété, vous avez une idée sur votre plan de travaux. Voilà. Mais c'est particulièrement important, le plan de travaux en termes d'EHPAD. Yann pose une question sur le prix d'achat. Comment ça se passe, ça? C'est quelque chose que vous négociez, vous le fixez comment avec le propriétaire? C'est une négo au cas par cas. En fait, on part d'un prix que l'on estime est un prix de marché, un prix de vente. Et le prix de marché de quoi? Le prix de marché du bien en question. Si on a quelqu'un qui a un studio à Lyon avec un bail qui vient d'être renouvelé, on va lui dire, nous, on va penser que ce lot-là, avec un loyer normal, un exploitant normal, une résidence qui a 10 ans, on va le revendre à 4%. Donc, on va le revendre à 4% prix acheteur final. On va prendre des honoraires et on va dire à un vendeur, voilà, en prix net vendeur, on peut vous proposer tant. D'accord. Donc, c'est la rentabilité visée. C'est la rentabilité visée pour le bien en question en fonction des critères. S'il est un mot tombant, je ne vous dirai pas la même chose. C'est la rentabilité en fonction des critères qui donne un prix de vente final et qui donne un prix net vendeur. Voilà. Et donc, on n'aboutit pas toujours avec nos vendeurs. Les vendeurs ont quelquefois des positions de prix qui sont pas les nôtres et qui fait qu'on peut pas, on souhaite ne pas prendre. Donc, en fait, on ne prend des lots que l'on pense vendables. On ne prend pas des lots qui vont rester plus de 3 mois en stock. Ça nous intéresse. Patrice revient sur ce fameux troisième critère. Donc, c'est pas exactement la performance énergétique et thermique, même si, évidemment, je pense que si tu as des problèmes là-dessus, mais c'est pas trop le cas. On est sur quand même du… Non, on ne parle pas du tout de ça. Par contre, ça va être un vrai sujet dans les 10-15 ans qui viennent. Ça commence à être une préoccupation. Mais c'est pas, on parle pas de ça. On parle de l'entretien de la résidence, du niveau de qualité qui fait qu'elle pourra remplir un certain niveau de prix. C'est ça qui nous intéresse. Si l'exploitant n'a pas gagné d'argent dans les 10 premières années, donc n'a pas été en capacité d'entretenir correctement au bout de 10 ans, ça va se voir immédiatement. Vous avez des exploitants qui entretiennent extrêmement bien. Quand on sait qu'on envoie des clients sur des résidences je ne vais pas les citer, mais des résidences de type résidétude, je sais que j'ai aucun risque. J'ai un client qui va avoir une résidence résidétude, il va ressortir ravi, normalement. Mais c'est pas le cas chez tous les exploitants. Voilà. Donc, ça veut dire que la politique d'entretien de l'exploitant, elle est très, très, très importante. Ouais. Donc, ça deviendra un sujet, mais dans 10-15 ans, effectivement, Patrice, visionnaire. Oui, c'est un sujet, c'est une préoccupation pour les exploitants d'EHPAD, notamment. Ouais. OK. On se refocus sur le marché secondaire. Ouais. Alors, ça continue. Tu vas avoir plein de questions, Étienne. Donc, tu vas pouvoir réussir à avancer dans ta présentation. T'inquiète pas un moment, mais on les prend parce que je pense que ça traite du sujet. Une question, notamment de Jean, sur combien de temps il faut en moyenne pour vendre un bien sur ce marché secondaire. Est-ce que c'est très liquide? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? C'est quoi un peu la vélocité sur le marché? La statistique moyenne 2019, 2020 était un peu différent. La statistique moyenne de 2019 se situait sur 8 semaines. Donc, ça veut dire qu'il y a des biens qui se sont vendus en une semaine et ça veut dire qu'il y a des biens qui se sont vendus entre 3 et 4 mois. La stat moyenne, 8 semaines. 8 semaines, c'est un produit standard
dans lequel j'ai un bail qui est encore assez long, j'ai un prix qui est normal, un exploitant qui est normal, un plan de travaux qui est connu. Enfin, voilà, j'ai un produit stable. En 6 à 8 semaines, c'est vendu. Alors, on a l'habitude de dire en ce moment, au premier semestre 2021, à nos vendeurs, que 80% de nos EHPAD sont vendus entre 6 et 8 semaines, ce qui est, je crois, vrai. C'est pas que du marketing, c'est, je crois, vrai. Donc, 80% en 6-8 semaines. Et puis après, il y a 20%. Et si c'est pas vendu en 8 semaines, c'est qu'on a peut-être un petit sujet, soit un sujet prix, soit un sujet bail, soit un sujet exploitant, soit souvent l'ensemble de tout ça. Voilà. Il y a des produits qui vont extrêmement vite en commercialisation. Je vous les donne. Hein, c'est les actifs qui ont moins de 5 ans. Les actifs étudiants ou EHPAD ou seniors qui ont moins de 5 ans, la commercialisation se fera en 15 jours. Pourquoi? Parce que moins de 5 ans, c'est globalement neuf, le bail est encore très long, c'est des frais de notaire réduits, comme dans le neuf, et pas des frais de notaire pleins. C'est vendu généralement au prix de départ, c'est-à-dire qu'on vend au bout de 3 ans le même prix que l'acheteur initial, que le propriétaire initial, avec des loyers immédiats. Donc ça, c'est voilà, nous on adore ce style de produit. Ça, c'est très liquide. Les EHPAD aussi, les EHPAD entre 120 et 150 000 nouveaux bails grand exploitants, résidences de 10 ans, sont très, 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 très liquides. Les résidences d'étudiants à 80-100 000 dans une grande ville, grand exploitant, résidence clean, 10 ans, très liquide aussi. Ok. Et tu as du marché secondaire, de secondaire? Absolument. Des gens qui, oui, absolument, des gens à qui on a vendu il y a un certain nombre d'années et qui reviennent aujourd'hui. D'accord. Mais qui reviennent pour vendre ce que tu leur as vendu? Absolument. Ok. J'en ai, je sais pas, une vingtaine par an, je pense. Et tu dis, les frais de notaire sont comme dans le neuf, si c'est à moins de 5 ans, c'est ça? Absolument, c'est peu connu. C'est comme les micro BIC et la TVA, c'est peu connu, mais c'est un magnifique avantage. Et nous, on le vend comme un magnifique avantage. Et ça, c'est vrai pour quel que soit le logement, par exemple sur du Pinel, moins de 5 ans? Non, c'est vrai uniquement en résidence gérée. Pourquoi? Parce que le vendeur et l'acheteur sont tous les deux des assujettis à la TVA. Donc, je vois bien ta question. Malheureusement, ça fonctionne pas dans l'immobilier classique parce que les acteurs, vendeurs-acheteurs, ne sont pas des assujettis à la TVA. D'accord. Cette règle des frais réduits à moins de 5 ans, je vous promets que c'est quelque chose qui est peu connu et quand on en a, et on en a fréquemment, hein, je pense qu'on en a 50 par an, il faut toujours convaincre le notaire qui ne connaît pas le sujet, qui a fait bac plus 15, hein, donc qui vous dit, mais attendez, moi je suis notaire, j'y connais quelque chose en frais de notaire. Hein. Il faut quand même le convaincre, donc on lui sort une note Cridon, et voilà, et c'est tout le temps la même histoire. Et à la fin, il est ravi de la réponse, mais au début, il vous dit non, c'est pas possible. Voilà. Toujours comme ça. Mais bon, c'est des bons sujets, hein, voilà, actifs de moins de 5 ans, très liquides, quoi, voilà, très recherchés. D'accord. Yann, j'ai pas compris votre question, si vous voulez la reposer. Et pourquoi ils revendent au bout de 5 ans? Bah, c'est ce que tu disais, tu parlais des divorces, etc., non? Oui, c'est des accidents de la vie. Hein. Ouais. Vous savez, on a toutes sortes de cas. Hein. C'est beaucoup d'accidents de la vie. On a eu un cas cette année où on a eu un monsieur qui a acheté 3 lots et puis qui a acheté, payé, enfin voilà, il a 65 ans, qui revient 3 semaines plus tard en disant je veux revendre mes lots. Alors on lui dit non, pourquoi vous voulez revendre vos lots? Parce que voilà, ma fille va acheter un appartement, il faut que je l'aide et j'étais pas dans cette logique-là il y a 2 mois, donc je revends ce que j'ai acheté. Bon, évidemment, il faut faire des efforts, hein, parce que commercialement, on ne va pas lui prendre 2 fois des honoraires. Hein. C'est sympa. Vas-y, je te laisse un peu avancer. Ok, donc on essaie d'intervenir, enfin de préciser un petit peu le marché secondaire. Pourquoi des investisseurs peuvent aller sur le marché secondaire et pas sur autre chose? Déjà, en termes de volume d'affaires, c'est un marché qui croît fortement, c'est-à-dire que entre ce qui existait il y a 5 ans, ce qui existe aujourd'hui et ce qui va exister il y a 5 ans, on est sur un marché qui double tous les 5 ans. Pourquoi il double tous les 5 ans? C'est parce qu'il y a de plus en plus de résidences qui ont de plus en plus d'âge, donc ça fait statistiquement un marché qui est de plus en plus important, premier sujet. Et puis, les sorties de Censi-Bouvard sont très significatives depuis cette année, l'année dernière déjà. On est, nous, absolument convaincus que on est aujourd'hui sur un marché à
3500 lots qualitatifs qui se revendent tous les ans, on est convaincu qu'à horizon 4 à 5 ans, on est sur un marché supérieur à 8000 ou 10 000 lots. Et on n'est pas les seuls à penser ça, etc., etc. Donc, en termes de marché, sur le marché secondaire, en termes de taille, il devient de plus en plus visible, il y a de plus en plus de lots. Et puis, en plus, il est de plus en plus structuré. Il y a 10 ans, il n'était pas structuré. Aujourd'hui, il y a globalement 2 acteurs significatifs sur ce marché secondaire. Une multitude de petits acteurs qui n'ont pas des modèles B2B, mais les 2 gros ont des modèles B2B. Donc, c'est un marché qui est assez structuré, assez organisé, avec des méthodes entre nos plateformes et les exploitants, enfin, de la méthodologie, quoi. Voilà. Tout ne se revend pas, mais ce qui se revend doit être qualitatif. Voilà. D'ailleurs, il y a une stratégie de revente. Est-ce que, par exemple, si je suis près de la fin de bail, comme Yann le mentionne, est-ce qu'il vaut mieux que j'attende de renouveler moi-même le bail et après de revendre, ou est-ce que je peux revendre en fin de bail? Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais la meilleure stratégie, si vous êtes vendeur, c'est de renégocier vous-même le nouveau bail ou d'attendre que l'exploitant fasse une proposition. Pourquoi ? Parce que la renégo du nouveau bail avec l'exploitant se fera de façon un peu plus organisée et un peu plus concertée avec l'ensemble de la copropriété. Et donc, les propriétaires investisseurs seront globalement en meilleure situation pour avoir un accord collectif meilleur. Donc, quand vous êtes vendeur, vous devez attendre d'être dans cette situation-là. Vous pouvez aussi revendre 2 ans avant la fin du bail. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, opérateurs plateforme 2 ans avant la fin du bail, on va aller voir l'exploitant, on va lui dire, écoutez, j'ai un produit, le bail se termine dans 2 ans, proposez-nous un nouveau bail. Donc, l'exploitant va nous proposer un nouveau bail dès maintenant, hein, mais le nouveau bail, dès maintenant, il ne va pas être si bon que celui que le propriétaire obtiendra dans 2 ans. Voilà. Parce que l'exploitant, il nous voit venir, c'est normal, il fait son job, voilà, il sait bien le job qu'on fait, il sait bien qu'on préfère vendre avec un nouveau bail, etc., etc. Donc, la reco vis-à-vis de vos propriétaires, c'est de dire, écoutez, attendez d'avoir un bail renouvelé pour remettre en vente. C'est le meilleur moment. D'accord. Voilà. Je milite contre ma paroisse en disant ça, hein, parce qu'évidemment, si vous venez me voir 2 ans avant, je serais content. Oui. Mais il y a 4-5% de différence. C'est pas neutre. Ouais. Voilà. Bon, souvent, après, les gens qui revendent ont quand même une raison pressante pour le faire. Enfin, ils peuvent peut-être pas attendre 1 ou 2 ans, quoi. C'est vrai. Mais on leur donne. Alors, nous, on a tendance à leur donner non, pas forcément le choix, mais on leur donne la perspective. On leur dit, si vous revendez aujourd'hui, on va vous le proposer à temps. Si vous pouvez vous conserver 2 ans de plus, vous aurez 5%, 6% de plus. Ouais. C'est vous qui décidez. Donc, certains diront, oh, bah oui, je suis finalement pas pressé, j'ai de la visibilité, je sais comment ça va se passer au renouvellement, parce que souvent, ils sont très inquiets. Ils disent, qu'est-ce qui va se passer au renouvellement? Je vais revendre avant le renouvellement, de peur qu'il m'arrive quelque chose. Non, c'est justement pas ça qu'il faut faire. Il faut qu'il vous arrive quelque chose et pour que vous soyez en bonne condition pour revendre. Voilà. Ça, c'est toujours sur. On commence à aller un peu sur le problème qu'on avait mis de côté, auquel on va répondre, hein, c'est les risques d'impayés, les renouvellements, etc. Et Franck se pose la question sur pourquoi c'est mieux d'avoir un nouveau bail. Parce que dans ce cadre de renouvellement de bail, il peut se passer une chose systématiquement, c'est que le loyer va être renégocié. Alors, ma réponse, elle va vous surprendre un peu. Les opérateurs de type Revenu Pierre ou d'autres, on préfère évidemment revendre un produit avec un nouveau bail. Pourquoi ? Parce que on est certain qu'avec ça, vos clients et vous, CGP, vous n'allez pas en entendre parler pendant une durée très très longue. Donc, c'est la sécurité, la sérénité. Donc, notre rôle à nous, c'est d'essayer de revendre des produits les plus sécurs et stables dans le temps. C'est combien d'ailleurs ? C'est combien les durées de baux ? Voilà, ça va entre 9 et 12 ans. Ouais, okay. Voilà. Donc voilà, nous, on pense que notre job, c'est de vous proposer des produits qui sont stables dans le temps. Ça, c'est la base de notre job. Hein. Et un bail long, renégocié, ou pas renégocié, en tout cas un nouveau bail, c'est quelque chose qui va donner de la stabilité. Bon, ok. Est-ce qu'il faut forcément avoir un nouveau bail ? C'est bien d'avoir un nouveau bail si on veut revendre. Est-ce que c'est bien d'avoir un nouveau bail si on ne veut pas revendre ? Alors ça, c'est pas sûr. Hein.
les investisseurs professionnels, ils s'en fichent complètement d'un nouveau bail s'ils veulent pas revendre. Hein. Donc, c'est pas parce que vous avez un exploitant qui vous propose un nouveau bail à moins 10% qu'ils vont signer le bail à moins 10%. Hein. Donc, faut pas se laisser impressionner par ce type de choses. Voilà. Le nouveau bail sécurise tout le monde et donne de la liquidité et de l'assurance en cas d'arbitrage. Voilà. Maintenant, si vous avez une logique de conservation pendant 30 ans, posez-vous la question en tant qu'investisseur, quelle est la nécessité de remettre en place un nouveau bail? Si mon nouveau bail il est aux mêmes conditions que le bail d'avant, pas de difficulté, ce qui arrive quand même assez souvent, hein, notamment dans le monde étudiant. Si c'est pas le cas, la question peut se poser. Elle se pose. Nos investisseurs connaisseurs n'ont pas la même approche que les investisseurs non connaisseurs. Voilà. Et il y a des clauses de loyer plancher, ça c'est quelque chose qui est fréquent ou pas? Ça veut dire quoi des clauses de loyer plancher? C'est Alain qui pose la question sur comme quoi il y aurait des clauses de loyer plancher dans un bail initialement. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Un bail commercial, c'est la valeur locative. Donc, à tout moment, vous pouvez aller voir le juge pour lui dire, écoutez, mon loyer, il n'est pas à la valeur locative. Voilà. D'accord. Donc, en fait, il y a un montant de loyer qui est défini dans le bail. C'est celui-là qui s'applique. Il n'y a pas de loyer variable. Pas de loyer. Ok. Ouais. Loyer fixe, loyer variable, c'était peut-être pas ça la question. Si peut-être vous pouvez repréciser un petit peu votre question sur loyer plancher ou pas loyer plancher. Alors, je pense que dire voilà, quel est le loyer plancher au renouvellement. Peut-être c'était. Ouais, c'est ça. En cas de renouvellement, on garantirait que ça ne peut pas baisser en dessous de tel montant. Ouais, c'est sûr. C'est sans doute contraire à l'ordre public, ça. Ouais, c'est rassurant hein, sur un bail, ça. Dans la pratique, si vous allez devant un juge et que vous contestez ça, c'est une clause qui est contraire à l'ordre public, ça. Voilà. Et la renégo Alors, les renégos, parce que là, vous m'avez embarqué sur les renégos. C'est Cyril qui en parle. Les renégos. Les choses sont très différentes en fonction des segments. Sur le marché des résidences d'étudiants, les renégociations de bail, donc les remises en place de nouveaux baux avec des loyers réduits, hein, c'est ça, sont finalement assez rares. Ça va vous surprendre, mais assez rares. Donc après, je pourrais citer des exploitants multiples qui renouvellent leur bail aux conditions précédentes, sans baisse de loyer. Quand tu dis rare, c'est quoi en volume? C'est 5%? C'est à mon avis moins de 20% qui sont renouvelés à la baisse. D'accord. Moins de 20% des résidences d'étudiants sont renouvelées à la baisse. Je parle d'exploitants normaux, hein, pas d'exploitants en difficulté financière depuis le début, depuis le premier jour. Ceux-là, ils n'arrivent même pas chez nous. Hein. Mais ils existent aussi, mais bon, voilà. Okay. Je parle des exploitants normaux. 80% des exploitants normaux renouvellent aux conditions du bail, aux conditions actuelles. Les seuls points importants qu'il faut intégrer quand on renouvelle un bail, c'est qu'il faut quand même imaginer une provision travaux. Provision changement de meubles. Vous pouvez assez rarement imaginer un exploitant qui propose un renouvellement de bail aux mêmes conditions si vous ne renouvelez pas votre kit vaisselle, si vous ne renouvelez pas vos meubles, si vous ne faites pas, voilà. Prévoyez en résidence d'étudiants entre 1000 et 2000 euros de travaux une fois tous les 9-10 ans et c'est parfait. Voilà. Donc, le renouvellement en résidence d'étudiants, il est finalement assez favorable. Prévoyez une petite participation de travaux. Voilà. Et quand vous faites une participation de travaux, l'exploitant va renouveler la cafétéria ou, enfin voilà, va faire des sujets, va traiter des sujets comme ça. Donc ça, c'est le monde des exploitants d'étudiants qui, encore une fois, est assez favorable. Après, il y a le sujet plus important et plus sensible qui est le monde des exploitants d'EHPAD. Alors là, ils sont tous très gros, les exploitants d'EHPAD. Hein. Ils sont cotés en bourse, soit ils sont pas cotés en bourse, mais ils sont très très gros. Ils ont tous pris l'habitude, depuis un certain nombre d'années, de proposer des renouvellements de baux systématiquement à la baisse. Non pas parce qu'ils sont en difficulté économique, simplement parce qu'ils ont une magnifique signature, parce que le prix de l'argent n'est plus le même entre aujourd'hui et 10 ans avant, donc ils essayent de remettre leur loyer sur des niveaux qui seraient des niveaux de marché si aujourd'hui ils construisaient quelque chose de neuf. Hein. Donc, les exploitants d'EHPAD proposent systématiquement des nouveaux baux revus à la baisse
Je crois que chez tous. Je suis en train de réfléchir si j'en trouve pour lesquels c'est pas le cas. Pour moi, il n'y en a pas. Voilà. Donc ça peut être 10%, 15%, ça peut être 25%. Ça peut choquer si vous n'êtes pas prévenu, si vous ne vous y attendez pas. Mais en tout cas, c'est une politique systématique. Mais ça, ce qui est bizarre, c'est que tu disais les EHPAD, ça part comme des petits pains. J'ai compris ça moi dans ce que tu as dit avant. Ben ouais, mais c'est pas antinomique. Ça part comme des petits pains parce que de toute façon, on a remis en place un nouveau bail de 12 ans ou de 9 ans. C'est pas antinomique. Simplement, c'est dans l'acte, c'est dans la gestion, enfin, dans l'acte commercial de vente, en tant que CGP, il faut avoir conscience que le loyer, c'est la durée du bail, c'est pas le loyer pendant 50 ans. Voilà. C'est ça le sujet. D'accord. Moi, je suis pas affolé plus que ça par les renégos de Beau en EHPAD. Hein. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'histoire à connaître. Encore une fois, si vous n'avez pas de besoin d'arbitrage, tout le monde ne signe pas le nouveau bail. Hein. Il n'y a pas d'obligation de signer un nouveau bail. Hein. Alors évidemment, le courrier de l'exploitant sera de plus en plus précis, un peu pénible. Voilà, mais à la fin, est-ce qu'il va vous rendre la chambre? Bon, répondez à la question. Si vous me trouvez un exploitant qui a rendu la chambre, dites-le moi. J'en connais un, mais c'est tout. Voilà. Donc, le nouveau bail, oui, parce que ça donne de la sécurité et ça donne des possibilités d'arbitrage et ça donne du confort financier à l'exploitant qui sera amené à entretenir, mettre en place un plan de travaux qui peut être très très lourd, hein, et de mise aux normes qui peut être très très lourd en EHPAD. Donc j'ai pas dit qu'il fallait pas signer le nouveau bail de l'exploitant d'EHPAD, j'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit qu'il faut relativiser, quoi. Voilà. Le renouvellement de bail en EHPAD est assez systématique avec des baisses de loyer. Mais en contrepartie, l'exploitant va s'engager sur une durée assez longue à prendre en charge des gros travaux, à prendre en charge des articles 606, alors que c'est pas à lui de le faire, à prendre en charge de la remise aux normes, etc., etc. Voilà. Il y a aussi des contreparties, quoi. Disons, la seule chose qu'il faut pas faire, c'est vendre en disant il se passe rien pendant 30 ans. Voilà. Ça, c'est impossible. Est-ce que le loyer augmente pendant les 9 à 12 ans? Oui, il augmente sur un indice qui, si possible, est un indice le plus proche du métier possible, quoi. Donc, dans le monde des EHPAD, c'est ce qu'on appelle un indice EHPAD, qui est globalement l'indice qui permet l'augmentation des prix de journée. Donc, l'exploitant a des autorisations d'augmenter ses prix pour ses clients d'un indice X. Bon, il est raisonnable qu'il ait un indice pour l'augmentation de ses loyers qui soit pas d'une autre nature. Comme ça, il n'y a pas d'effet de ciseaux, quoi. Voilà. Ouais. Dans le monde des résidences d'étudiants, c'est souvent l'indice IRL, qui est l'indice d'augmentation de loyer qu'on connaît tous dans le monde immobilier classique. Quelquefois, l'indice ILC, qui sont les loyers commerciaux. Bon, ça augmente un petit peu. Quelquefois, les indices sont plafonnés. Bon, on voit un peu le tout. C'est combien l'augmentation moyenne? C'est 1%? C'est moins? C'est plus? Dans le monde de l'EHPAD, sur une durée longue, c'est à peu près 1% depuis 5-6 ans. 1% par an. 1% par an. Donc, on est sur du 10 ans, on a pris 10% quand même. Oui, globalement, sans doute un peu plus. Ok, donc 10-15%, et il y a une renégo à la baisse de 20%, on se retrouve avec le loyer initial quasi. Oui, dans une majorité d'exploitants d'EHPAD, c'est drôle, je parle que de l'EHPAD là. Hein. Majorité d'exploitants d'EHPAD, dans sa négo, ça va être retour au loyer d'origine. Pas tous. Ouais. Certains essaient d'aller un peu plus loin, un peu plus bas, je veux dire. Hein. Ouais. Mais globalement, voilà, le bon calcul et le bon raisonnement vis-à-vis de vos clients, c'est de dire, voilà, à la fin du bail, retour au loyer d'origine. Ça, c'est assez raisonnable et voilà. Assez raisonnable. Et je précisais ce point-là parce que ça me semble quelque chose à avoir en tête. Ce qui est important, c'est la rentabilité de cet investissement. Et en fait, la rentabilité initiale, elle est bonne, elle est même plutôt très bonne. Et donc, elle va progresser au cours du temps. Et lorsque il va y avoir cette renégociation à la baisse des loyers, finalement, on va revenir à une rentabilité qui restera intéressante. Donc,
ça peut avoir l'air dangereux, traumatique, catastrophe, etc. Attention, renégo à la baisse du loyer. Mais au final, ce qui va importer, c'est est-ce que ça laisse une rentabilité qui est bonne. Eh bien oui, en fait, c'est ça qui se produit dans la grande majorité des cas. Le but de ces produits, c'est d'avoir des produits stables dans le temps, hein, qui résistent sur des durées longues et pas uniquement sur la durée d'un bail, quoi. On revient un petit peu sur le marché secondaire. Donc, j'ai dit que c'était un marché qui était en forte progression pour les raisons qu'on a évoquées et qui est aujourd'hui de plus en plus structuré. Donc, il se traite de la façon la plus propre possible. Voilà, je trouve, par rapport à ce qui se passait il y a 10 ou 15 ans. Les avantages du marché secondaire, c'est qu'on peut voir les résidences, elles ont prouvé la réalité de leur marché, on connaît leur compte d'exploitation, on sait dans quel état elles se trouvent et on achète autre chose qu'une jolie plaquette promoteur. On achète en fait du réel. Bon. L'intérêt du secondaire, c'est évidemment d'avoir des loyers immédiats dès l'acte de vente, ce qui est quand même pas toujours le cas ou jamais le cas quand on achète du neuf avec des éventuels retards de livraison. Et puis, c'est souvent des prix, je parle des prix hypothécaires, des prix au mètre carré qui sont inférieurs aux produits neufs que l'on trouve aujourd'hui. Alors, c'est pas toujours le cas, mais c'est très, très fréquemment le cas. Et les décotes, notamment dans les villes les plus actives, toute l'Île-de-France, la première couronne de l'Île-de-France et des très grandes villes, les prix sur le marché secondaire sont assez sensiblement inférieurs aux produits neufs. Je ne parle pas de rendement, hein. Les écarts ne se font pas sur les rendements, ils sont sur les prix qui sont très différents. Voilà. Donc ça veut dire qu'un exploitant gagne un peu plus d'argent sur une résidence un peu ancienne, bien entretenue, qu'une résidence neuve. Voilà, c'est tout. Donc si c'est le cas, il va être amené à rester. C'est aussi simple que ça. Voilà. Le rendement est souvent un peu meilleur que dans le neuf, mais ce n'est pas, à mon avis, le point déterminant. Le point déterminant, c'est que le prix au mètre carré est plus faible. Est-ce que la propriété commerciale s'éteint au bout d'un certain temps? Non, dans l'état actuel du droit français, un phénomène bien français, la propriété commerciale ne s'éteint pas. Donc, quand vous êtes propriétaire d'un EHPAD, vous ne cherchez pas à récupérer la propriété commerciale. Quand vous êtes propriétaire d'un lot en résidence d'étudiants, les sujets se posent. Parce que souvent, il y a de l'affect, il y a de la proximité locale aussi, quelquefois. Et les investisseurs en résidence d'étudiants cherchent, au bout de 9 ans, au bout de 18 ans, enfin, au bout de 2 baux, généralement, à essayer de récupérer l'actif pour l'exploiter eux-mêmes à des conditions qu'ils imaginent être un peu meilleures. Ou en tout cas, pour récupérer un prix de vente un peu meilleur. Parce que le prix de vente, ce n'est pas décorrélé de la rentabilité, c'est un produit libre. Donc, il y a des fois un peu de bagarre à la fin du deuxième bail, rarement à la fin du premier bail, pour des propriétaires qui sont prêts à payer une indemnité d'éviction pour récupérer leur lot. Ok. Ça, c'est uniquement sur le marché étudiant. Hein. Uniquement sur le marché étudiant parce qu'on est dans des destinations habitation et pas des destinations commerciales. Donc, en clair, vous pouvez le louer en habitation comme vous voulez. Évidemment, de temps en temps, et notamment dans la première couronne d'Île-de-France, il y a un peu de bagarre. Les exploitants ont pris l'habitude de négocier des indemnités d'éviction parce qu'ils savent bien qu'un propriétaire décidé, à la fin, il aura une valeur fixée par un juge. Donc, Karine demande, est-ce qu'il faut prévenir les clients qu'à la fin, lorsqu'ils revendront, ils revendront moins cher? Comme tu dis, non, il faut les prévenir qu'ils ne vont pas récupérer le bien, ça c'est majeur, qu'ils vont revendre avec un bail commercial. Et il ne faut pas les prévenir qu'ils vont revendre moins cher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément vrai. Alors, après, je vais vous donner des tas d'exemples. Hein. Je vais essayer de donner des exemples. Revendre au bout de 9-10 ans, à la fin d'une sortie de Censi-Bouvard, c'est revendre entre 85 et à peine 100% du prix d'achat hors taxe. Voilà la réalité de toutes les sorties de Censi-Bouvard que l'on ait faites. Entre 85 et 98% ou 100% du prix d'achat. Un prix moyen à 91%. Donc, il perd 9%. Mais il a quand même fait 25% de défiscalisation. En tout cas, à l'époque, c'était 25%. Il a eu des loyers sans intercontrat et normalement sans interruption et sans incident. C'est pas un produit qui génère une plus-value. C'est un produit qui doit être stable dans le temps et qui permet de retrouver globalement son prix
à 10% près à la fin, les 10% étant globalement les honoraires des plateformes de commercialisation, qui sont souvent un peu supérieurs à 10%. Okay. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais les sorties de Censi-Bouvard, ça fait des pertes théoriques, mais quand on intègre la défisque, bon, on est quand même dans quelque chose qui a un bon petit TRI. Dès qu'on garde son lot, notamment en résidence d'étudiants plus de 12-15 ans, on retrouve son prix. Donc, l'idée de dire je revends à perte, je m'élève à 100% contre ça, notamment en résidence d'étudiants. Vous revendrez au moins votre prix d'achat dès que vous atteindrez 12-13 ans, et évidemment qu'il n'y a pas eu d'incident de parcours. Hein. S'il y a un exploitant qui a fait faillite, s'il y a un exploitant qui s'est mal comporté, etc., là, vous aurez c'est un autre sujet. Mais un exploitant qui n'aura pas eu d'incident de parcours avec un bail qui s'est renouvelé normalement aux mêmes conditions, vous allez retrouver votre prix d'achat au bout d'une douzaine d'années. D'accord. Bon, ceci dit, si vous alliez acheter dans l'immeuble d'en face, peut-être que vous auriez récupéré plus que votre prix d'achat. Mais vous en seriez occupé, vous n'auriez pas délégué la gestion, vous auriez géré l'intercontrat, voilà, bon, bref. D'autres sujets, quoi. Donc, le secondaire, c'est ça le sujet. Les résidences, on peut les voir, ça donne des revenus immédiats, les prix sont au prix au mètre carré plus faible que le neuf, ça se voit. Les rendements sont un peu supérieurs, mais ce n'est pas déterminant. Mais le marché est très structuré et très organisé. On parle un peu de Covid. On va parler de Covid. Allez, je vous demande une seconde. J'avais fait un petit slide, peut-être avant de parler de Covid, pour quel profil? Et après, on va parler de Covid, parce que je sens que si on parle Covid, on va en parler pendant longtemps. Je fais une petite slide sur le LMNP ancien pour quel profil? D'accord. C'est pas la slide d'avant, je croyais que c'était la slide d'avant. D'accord, excuse-moi. Alors, le LMNP ancien pour quel profil? Aujourd'hui, sur le marché secondaire, 50% des clients sont cash, c'est-à-dire que c'est des achats sans crédit pour des gens qui cherchent du rendement et du rendement le plus stable possible. Donc, j'ai vendu ma pharmacie, j'ai vendu mon commerce, j'ai vendu mon entreprise et j'en réemploie, j'ai vendu une résidence secondaire et j'en réemploie pour avoir du revenu le moins fiscalisé possible. Ça, c'est 50% de mon activité. La fiscalité inexistante ou faible et les rentes stables. C'est ça, enfin, une fois sur deux, c'est ça. Donc, des profils, ceux-là, ils sont plutôt âgés. Ils ont plutôt plus de 50, 55 ans. Voilà. Donc, 50% de mes profils ont plus de 55 ans. Deuxième type de profil, des profils un peu plus jeunes, qui ont 40, 45 ans, qui ont déjà très largement financé leur résidence principale, donc qui n'ont plus la problématique du crédit à mettre en place sur une résidence principale. Le crédit RP, il est fini ou pas fini, mais en tout cas, j'en ai plus un autre à mettre en place. Ils vont préparer avec un petit effort d'épargne et un crédit, ils vont préparer un objectif retraite 15 ans plus tard. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est 30% de nos profils. Donc, des profils plus de 45 ans, CSP+, ou CSP moyen, ils empruntent sur 15 ou 20 ans un effort d'épargne. Donc là, on leur vend de l'effort d'épargne dans une logique retraite. Troisième type de profil, 10% des cas, selon nous, des gens qui ont un Censi-Bouvard, qui comprennent que le Censi-Bouvard, à la fin, ça fiscalise, qui ne veulent pas le vendre, parce qu'ils se disent qu'ils ne veulent pas le vendre, mais qui cherchent à racheter quelque chose d'autre pour compenser la fiscalisation du Censi-Bouvard. Donc, ils vont racheter un LMNP amortissable sur le marché secondaire et pendant 5 ans, ça va compenser la fiscalisation des revenus du premier. Voilà. Et ils vont se constituer un patrimoine additionnel en empruntant ou en n'empruntant pas, souvent en empruntant, pour gérer la compensation. Donc, c'est le mixte Censi-Bouvard plus nouveau LMNP sur le marché secondaire pour accroître son patrimoine. C'est pas neutre, c'est assez souvent. Et puis le reste de notre activité, c'est les gens qui font les investisseurs qui ont du revenu nu, qui comprennent que la fiscalité ils en peuvent plus et qui cherchent à transformer leur nu en meublé ou à arbitrer leur nu pour racheter du meublé, etc., etc. Voilà. Donc relativement peu de profils jeunes. Donc les profils jeunes, c'est plutôt des profils Censi-Bouvard, hein, selon moi. En tout cas, dans ce qu'on voit, peu de profils jeunes, quoi. Voilà. On va peut-être aborder l'aspect Covid, hein, parce que je pense que tout le monde en... Voilà. L'aspect Covid.
2020, pour nous, a été une année, en termes d'activité, 5% en dessous de 2019. Donc, finalement, très peu impacté, déjà. Très peu impacté, mais très différente. En 2020, évidemment, pas de résidence de tourisme, pas de résidence d'affaires. En 2021, pas de résidence de tourisme, pas de résidence d'affaires. Chez nous, je ne dis pas qu'on a raison. Hein, voilà. Focus uniquement sur les résidences d'étudiants, les EHPAD, les seniors. Bon. Marché assez actif sur ces trois segments-là. L'activité 2021, chez nous, est en augmentation très significative versus 2019-2020. Très significative. Sur le segment étudiant, avec du recul, il a finalement été très peu impacté. En 2020, on a vu 5 ou 6 exploitants de résidences d'étudiants demander des abandons de loyer d'1 mois à 2 mois au cours du deuxième et troisième trimestre 2020. Mais ce n'est pas la majorité, hein, c'est 4 ou 5 sur une vingtaine. Les autres ont payé. 2021, aujourd'hui, tout le monde est rentré dans les clous. Les exploitants de résidences d'étudiants ont souffert en 2020 parce que pas prévu, notamment sur leurs résidents étrangers, enfin leurs étudiants étrangers. Ils sont maintenant un peu plus agiles, ils ont à mon avis moins d'impact, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Leur compte d'exploitation ont tous souffert, mais aujourd'hui, je n'en connais pas en résidence d'étudiants qui s'estiment en difficulté ou qui préparent des rediscussions. Je parle d'exploitants normaux, d'exploitants référencés. Donc, retenons quand sur le segment étudiant, la surprise passée et la peur passée, les acteurs sont restés agiles, ont bien réagi et aujourd'hui, ça fonctionne avec plus de difficultés, évidemment, avec moins de profitabilité, mais pas de conséquences sur les propriétaires. Donc, je n'ai pas vu de renégo de baux, je n'ai pas vu, en 2021, hein, je n'ai pas vu de renégo de baux, je n'ai pas vu de demande de report, je n'ai pas vu de demande d'abandon, etc., etc. Je parle des exploitants que l'on peut revendre nous. Voilà sur le segment étudiant. Sur le segment EHPAD et seniors, les exploitants d'EHPAD nous ont tous dit que leur compte d'exploitation était sérieusement impacté. Quand on dit sérieusement impacté, c'est entre 5 et 10% de leur chiffre d'affaires. Bon, bah, c'est pas très loin du résultat, ça. Hein. Ils nous ont tous dit la même chose. Notre résultat est impacté en 2020, notre résultat est impacté en 2021, les intercontrats sont plus nombreux, et on a un peu perdu la bataille de l'opinion publique, on fait le dos rond, on a des fonds propres solides, on n'en rajoute pas, on n'en ramène pas, mais on a souffert. Et ils souffrent toujours. Mais aucun, sauf aucun n'a demandé quoi que ce soit à ses propriétaires. Sauf un. Et pourquoi ils ont souffert, et pas des seniors? Parce qu'il y a eu non, je parle d'EHPAD hein, pour l'instant. Ah, pardon, EHPAD, oui. Je parle d'EHPAD parce qu'il y a eu des intercontrats. Alors, des intercontrats, il y a eu des décès et des remises en location pas très rapides. Donc, ils ont conservé des chambres vides, mais absolument tous. Hein, absolument tous. Et voilà, ils ont conservé des chambres vides et ils ont eu des coûts additionnels pour organiser leur activité importants. Mais c'est surtout l'impact chambre vide qui a compté. Et qui continue, hein, à mon avis. Hein, voilà. J'en ai pas eu un qui m'a dit je vais faire des pertes, mais ils m'ont tous dit ça souffre entre 5 et 10%. Hein. Sur les résidences seniors, j'ai moins de visibilité. Moi, j'imagine, pour discuter un petit peu, que le remplissage est plus compliqué en résidence senior. Donc, les exploitants qui ont des remplissages à faire, donc des résidences qui n'étaient pas encore en croisière, hein, comme on dit, ces exploitants-là souffrent un petit peu en remplissage. Voilà, parce que en période sanitaire compliquée, plus compliqué d'aller faire déménager une personne âgée pour passer d'un appart X à une résidence senior. Voilà, vous comprenez bien que c'est plus compliqué. Donc le remplissage est plus long. Donc les résidences en montée en régime sont plus longues. J'ai pas une énorme visibilité. J'ai pas vu d'incident, j'ai pas vu d'incident entre bailleurs et preneurs,
mais on fait un peu attention. Voilà, on fait un peu attention. Donc, on préfère évidemment les résidences qui sont 100%, enfin qui sont remplies, quoi, qui sont pas en montée en régime. Donc, on évite les résidences qui ont moins de 3 ans, quoi. Mais sur le marché moderne, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand même, on sait que ça peut avoir un impact sur le reste. Donc, un peu de prudence sur les résidences seniors, parce qu'on pense que ça va consommer des fonds propres chez eux, quoi, cette période. Voilà. Bon. Mais pas d'incident notoire, connu. Voilà, j'ai un exploitant national qui avait demandé la solidarité l'année dernière, en 2020, qui était un peu suivi par ses investisseurs. Mais j'ai rien vu d'autre. Voilà, j'ai rien vu d'autre. Après, le gros des discussions commence. Le segment des résidences d'affaires. Ça, c'est plus qu'un impact majeur. C'est un impact qui peut avoir un impact sur le devenir même de ces résidences. Donc, en clair, notre idée à nous, c'est de se dire toutes les résidences d'affaires ne survivront pas. Certaines s'en sortent aujourd'hui bien. Quand je dis bien, c'est 45% de remplissage, mais pour certaines, 45% de remplissage, c'est pas très loin de l'équilibre. D'autres sont encore fermées. Celles qui sont près des aéroports, je vous en parle même pas. Celles qui sont en motoban près d'un aéroport, je sais pas s'il y a un aéroport en motoban, là, je vous en parle encore moins. Bon, c'est le segment des résidences affaires, on va éviter pendant longtemps. Les très gros opérateurs sont très impactés. Les opérateurs les plus petits, on a des bonnes surprises. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus agiles, ils ont des coûts de fonctionnement qui n'ont rien à voir. Et puis, ils ont été plus agiles dans la réaction. Donc, les plus gros opérateurs sont les plus impactés. Voilà. Ceci dit, on évite l'ensemble du secteur, mais on a relevé quelques magnifiques surprises. Surprises, pas forcément quand on connaît les acteurs, mais quand même, on a quand même eu sur ce segment-là des acteurs qui ont payé 100%, sans ronchonner, pendant toute la période. Ils ne sont pas nombreux, ce n'est pas les plus gros, mais ils existent. On s'en souviendra dans le futur. C'est qui? Ben, c'est positif, tu peux citer ceux qui sont positifs. J'en connais un seul, mais je pense qu'il y en a deux. Je connais Privilege, qui est un opérateur d'une quinzaine de résidences, qui a payé 100%. Voilà. Chez Domitis, il y a un peu de résidence business, ils ont payé 100%. Chez Nexitis, il reste un peu de résidence business, ils ont payé 100%. Les gros opérateurs impactés, on les connaît. C'est Apart City, qui est en sauvegarde, Résidétude, qui sur cette partie-là est en difficulté et a proposé des avenants de réduction de loyer. Tous les autres gros opérateurs sont en difficulté sur ces tableaux. Voilà. Globalement, c'est les plus petits. Je connais quelques petits opérateurs proches de l'autogestion qui ont, à mon avis, très bien géré leurs relations propriétaires. Voilà. Beaucoup mieux que les gros, quoi. Voilà. Bon. Sur le segment du tourisme, je ne sais pas quoi dire. C'est pas une tasse de thé. On a toujours considéré que le secteur n'était pas un secteur d'investissement, mais un secteur de loisirs, un secteur d'affect. Donc, on ne comprenait pas très bien quel était l'intérêt des investisseurs qui veulent du rendement stable d'aller investir dans les segments tourisme. Mais on respectait leur choix, mais ça n'a jamais été notre conviction, ça ne l'est toujours pas. Donc, on ne se positionne pas sur ce segment-là. On pense qu'il peut avoir des bonnes opportunités pour, non pas pour du rendement, mais pour avoir une seconde vie immobilière, pour chercher la seconde vie immobilière dans certaines résidences de tourisme qui ont une vraie valeur foncière. Voilà, en bord de mer, etc. Il y a des vrais sujets. Mais on pense que ce n'est pas des sujets à investisseurs qui cherchent du rendement. Donc, si vous avez un investisseur qui cherche du rendement pour sa retraite, on ne comprend pas comment on peut leur proposer des résidences de tourisme. Par contre, si vous avez un investisseur averti qui a déjà plein d'immobilier, plein de choses, et qui se dit, je vais prendre une résidence de tourisme, ça va me rapporter un peu de rendement, et puis je vais pouvoir y aller l'été, et puis à la fin, comme c'est super placé, que le prix au mètre carré est pas cher, un jour ça reviendra et je verrai bien ce que j'en fais, ça je comprends. Mais la grand-mère qui veut un complément de revenus, je n'arrive pas à piger comment depuis un certain nombre d'années on peut vendre des actifs tourisme. Voilà. Parce que sauf exception, à la fin, entre prix d'achat et prix de vente, j'ai quand même beaucoup cherché et beaucoup travaillé. Bon, voilà, il y a des cas où ça se passe magnifiquement bien, et puis
très souvent des cas où c'est pas magnifiquement bien, mais c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc on n'est pas des fans. Ça fait 12 ans qu'on n'est pas des fans. On n'a jamais trop fait. Sur 8000 lots, on a dû en vendre 40, 50. Je vous promets que sur les 40-50, je dois en connaître les 3/4. Ça veut dire que les 3/4 ont eu des sujets. Voilà. Alors que le reste, je n'en connais pas les 3/4. Hein. Donc voilà notre conviction. Le segment tourisme, on évite pour vos clients, sauf s'il y a une opportunité sur une localisation précise pour en profiter un petit peu s'il y a des conditions de séjour ou pour l'occuper un jour à terme dans cette logique-là, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est pas chez nous que vous trouverez ce style d'actif parce que c'est pas notre conviction. Qu'est-ce qu'il faut faire sur les exploitants de résidences d'affaires qui sont en négociation, on va dire ça comme ça. Donc, Apart City, Résidétudes, Odalis, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, Pierre et Vacances, Adagio surtout. Est-ce qu'il faut signer un avenant de baisse temporaire de loyer? Est-ce qu'il faut prendre un avocat? Voilà. Si j'ai des questions, je répondrai, je donnerai mon avis. Moi, je ne crois pas que ce soit extrêmement utile de dépenser beaucoup d'argent en avocat. Je pense que le réalisme doit l'emporter. Et le réalisme, c'est de comprendre que pour ces exploitants qui sont en difficulté, la sauvegarde de leur fonds de commerce, quel que soit le juridique qu'ils ont signé, est à leurs yeux le plus important. Et donc, le réalisme, pour moi, c'est prendre acte d'un abandon total ou partiel, d'une abandon partielle de loyer, qui peut être extrêmement désagréable, mais le réalisme, c'est ça. Je n'ai pas dit que je militais pour le faire. Moi aussi, j'en ai, et moi aussi, je sais ce que j'ai fait. Hein. Je ne vais pas dépenser des milliers d'euros d'avocat. Hein. Voilà. OK. Peut-être qu'on a des questions sur l'aspect Covid à ce stade. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Vous voulez qu'on détaille un peu plus un segment ou un aspect de cet impact majeur, hein? Tu peux peut-être continuer pour l'instant et je te dirai si jamais il y en a qui arrivent. Ok, donc après j'ai une slide sur finalement LMNP. Si on choisit du LMNP, que faut-il choisir, quoi? Donc, priorité 1, pour moi, les résidences qui ont moins de 10 ans qui sortent de Sancy-Bouvard. Pourquoi? Parce qu'elles sont très récentes. Souvent, on repart sur un nouveau bail. Les prix de vente finaux tournent autour des prix d'il y a 10 ans. Et voilà, je trouve que c'est un très bon choix de se positionner sur ce type de résidence avec un nouveau bail. Ensuite, pour ceux qui sont des adeptes de l'EHPAD et qui cherchent des rendements un peu plus élevés sur des actifs moins immobiliers mais plus financiers, on rappelle que les EHPAD de moins de 150 000 avec des baux neufs, ça a toujours une liquidité assez forte. Voilà. Ensuite, le choix 3, des emplacements prime en résidence d'étudiants. Là, j'ai beaucoup moins je suis beaucoup moins sensible au renouvellement des baux. Pourquoi? Parce que l'emplacement est prime. Donc, pour moi, que le bail de l'emplacement prime soit renouvelé, pas renouvelé ou en tacite, finalement, c'est presque pareil. Voilà. Parce que globalement, la politique de renouvellement des baux en résidence d'étudiants n'est pas agressive. Et puis parce que finalement, si l'exploitant s'en va, je récupère un appart en résidence d'étudiants, quel est mon risque? J'en ai pas. Voilà. Cette situation-là, elle est recherchée. Hein. Voilà. Donc, vous nous verrez, à la différence des EHPAD ou d'autres actifs, vous nous verrez revendre de temps en temps, dans des très grandes villes, des tacites prolongations en résidence d'étudiants. Mais uniquement dans les très grandes villes, hein, pas à Valenciennes ou pas à Montauban. Hein. Pourquoi? Parce que quelquefois, c'est la politique de l'exploitant de rester en tacite prolongation. Et puis 2, nous, on pense que le risque est égal à 0, quoi, ou très faible. Bon, donc voilà ce qu'on choisit nous globalement en ce moment. Ce qu'on évite, c'est évidemment les résidences d'affaires près des aéroports. Bon, ça on a tous compris. Et puis les résidences de tourisme en général, parce que c'est moins notre spécialité. Voilà. Il n'y a pas forcément de baisse de loyer en cas de renouvellement. Hein. Tu disais même que c'est plutôt pas du tout la majorité des cas.
Ben, en résidence d'étudiants, je peux vous assurer qu'en 2021, je ne suis pas dans une logique de baisse de loyer au renouvellement. Pas du tout, du tout. Hein. Pas du tout. Je parle toujours la même chose, hein, des exploitants validables. Bernard qui pose une question pour est-ce qu'on peut loger ses enfants pendant ses études et ensuite exploiter en LMNP? Là, on n'est pas dans le cadre de résidence gérée. Alors, si vous pouvez faire ça, si vous achetez un appartement et que vous le meublez vous-même. Oui, vous pouvez aussi. Je connais deux exploitants qui proposent aux enfants des propriétaires investisseurs des conditions privilégiées pour accéder aux résidences de leur parc. Du genre, vous n'aurez pas de dépôt de garantie, vous n'aurez pas de frais de dossier et vous aurez un accès privilégié. Ça, je connais deux exploitants nationaux qui ont une offre commerciale, quoi, vous voyez, en direction de leurs propriétaires. Parce que, voilà. C'est pas d'achat, mais voilà. C'est pour loger leurs enfants dans le parc, pas dans le parc, voilà. Acheter eux, quoi. Absolument, absolument. Les gens qui se disent je vais acheter un appartement à Clermont-Ferrand parce que mes enfants feront leurs études à Clermont-Ferrand, il s'avère que finalement 2 ans plus tard leurs enfants font leurs études mais pas à Clermont-Ferrand mais à Lyon, quoi. Donc vous voyez. Voilà. Franck, le renouvellement du bail, il intervient dans 2 cas, soit parce que le bail se termine à l'issue des 9 ans, par exemple, donc il faut le renouveler et à ce moment-là, l'exploitant propose un nouveau bail et il peut y avoir des clauses qui changent à ce moment-là, soit parce qu'il y a un problème et que même si c'est pas prévu, qu'on n'est pas au bout des 9 ans, l'exploitant dit moi, dans les conditions actuelles, je n'y arrive pas, il faut que je change quelque chose, donc j'interpelle tous les propriétaires pour leur demander un accord sur un nouveau bail. Mais comme on vient de dire, ça arrive très peu souvent, même dans le contexte actuel. Hein. Oui, mais ces cas arrivent, ils sont rares. Ça nous est franchement pas arrivé souvent. Je parle du monde étudiant, ça nous est pas arrivé souvent d'avoir en cours de bail un exploitant qui se met à renégocier en cours de bail. J'en connais un à Montpellier. Voilà, 2-3 lots que j'ai fait il y a 6-7 ans à Montpellier avec un exploitant qui à un moment donné s'est mis à renégocier. Mais ça, c'est extrêmement rare si c'est un peu choisi au départ, quoi. Évidemment, il y a plus de risques si vous achetez en neuf avec un exploitant filiale du promoteur, avec un loyer élevé, ça se repère, hein, ce type de choses. Le critère du loyer, il est important. Si vous êtes vendeur, la première question qu'on va vous poser, si vous avez une résidence d'étudiant à vendre, on va vous dire quel est le loyer que vous recevez. Donc, ça veut dire que dans notre tête, le niveau de loyer, c'est ça qui fixe la difficulté ou pas de l'exploitant. Voilà. Sachant qu'en bail commercial, donc oui, quand l'exploitant est en difficulté, ne nous faisons pas d'illusions. Bail ou pas bail, il va chercher une renégo. Voilà, il va chercher une renégo, il l'aura pas, hein, mais il va la chercher, ça c'est sûr. D'où l'intérêt d'avoir des résidences qui ont des comptes positifs, hein, sinon, voilà, c'est comme ça que ça arrive. Et puis après, à la fin du bail, l'exploitant n'est pas obligé de reproposer un nouveau bail. Il le fait souvent, mais pas systématiquement. Il y a des exploitants qui choisissent de rester en tacite prolongation et de ne pas reproposer un bail à leurs clients, à leurs propriétaires. Pourquoi? Pour ne pas générer de discussion loyer, justement. Pour que le propriétaire ne se pose pas trop de questions en disant je voudrais peut-être, mon loyer n'est pas assez cher, vous le louez trop cher par rapport à ce que je perçois. Vous n'imaginez pas les sujets qu'on a dans les copropriétés là-dessus. Donc, moi, je connais plusieurs exploitants dont la politique, c'est de dire je touche à rien, je continue, je suis en tacite prolongation et personne ne me demande rien. Mais ça marche en résidence d'étudiants. Hein. Ça ne marche pas. C'est pas la même chose sur les autres segments. Tu veux nous faire un petit panorama d'un peu comment se répartissent les choses sur les typologies, les rendements, etc. aussi du marché? D'accord. Bon, globalement, en 2021, notre offre, c'est la moitié en résidence d'étudiants, 40% en EHPAD, 10% en senior. Voilà, en gros, c'est ça. Hein, voilà. Les rendements qu'on peut avoir, c'est l'âge des résidents, je ne sais pas si ça a de l'intérêt. En termes de prix, globalement, plus de la moitié des actifs font moins de 100 000 euros. Donc, la grande majorité des résidences d'étudiants font moins de 100 000 euros.
et le gros des EHPAD font entre 120 et 150 000. C'est ces produits-là qu'il faut chercher. Moins de 100 000 en étudiants, 120, 150 en EHPAD, ça c'est le gros du marché. Et en résidence senior, ça peut monter à 200 000 euros parce que c'est plus patrimonial. En gros, c'est ça. Et en résidence senior, on va chercher plutôt des 2 pièces et pas des studios. Voilà. On cherche l'aspect patrimonial des résidences seniors qui un jour peuvent devenir des copropriétés, quoi. En termes de rendement, globalement, on est autour de 4 sur les résidences d'étudiants et on est entre 4,10 à 4,50 sur les résidences EHPAD. Et donc 4,10, 4,50 en EHPAD, 4% en étudiants et en résidence senior autour de 4, un bon 4% en résidence senior. L'aspect senior est assez demandé aujourd'hui pour son caractère patrimonial. Après, c'était un slide sur les exploitants, il date de l'année dernière, sur les exploitants que l'on a l'habitude de retraiter. Il manque Nexity Nexity Studéa, qui est un acteur majeur dans le monde des résidences d'étudiants, était un grand exploitant. Voilà globalement les exploitants qu'on a l'habitude de traiter. Donc, on trouve à la fois du très grand et du petit. Adagio était un exploitant qu'on a un petit peu retraité depuis un certain nombre d'années, qui maintenant n'est plus traitable de par la conciliation de Pierre et Vacances. Voilà, un exploitant peu connu qui s'appelle Pierre Val, c'est un exploitant numéro 2, mais voilà, c'est typique d'un exploitant qui paye 100% de ses loyers. C'était le deuxième dont je cherchais tout à l'heure. Studélite, qui est une filiale de la BNP, qui est un exploitant qui a payé 100% de ses loyers sur ses activités business également, avec des pertes stratosphériques, parce que évidemment l'activité business a été très, très impactée, mais il a payé 100% de ses loyers, donc ça fait quelquefois du bien d'être une filiale de BNP. Donc, en exploitant business qui ont payé 100% de les loyers, on a Privilege, on a Studélite et on a Pierre Val. Voilà. Ok. Merci pour la presse très détaillée. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Étienne encore sur ce marché secondaire. On en a eu vraiment plein. Merci d'ailleurs de votre participation sur ça. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions encore, allez-y, on va les prendre. Il faut que j'arrête le partage peut-être là. Oui, je vais reprendre la présentation pour vous faire juste en 5 minutes un petit zoom sur le GridKey pour conclure. Donc je vous en dis quelques mots pour vous montrer aussi la manière dont on approche ça sur le LMNP. Nous, on agrège l'offre LMNP dans le marché secondaire. Donc, vous allez retrouver différents acteurs dans Revenu Pierre, bien sûr, dans GridKey. Et on a pas mal de services à vous proposer, où vous pouvez faire des bilans patrimoniaux, vérifier un montant optimal d'investissement pour vos clients. Évidemment, avoir accès à notre scoring, je vais vous le présenter très rapidement ensuite, qu'on applique de manière spécifique au LNP en résidence gérée. Et puis, si vous avez besoin, un soutien sur la gestion locative, les garanties loyers impayés, déclaration fiscale, etc. Même si la plupart du temps, vous avez ça très bien de votre côté et il n'y a pas de problème pour que vous utilisiez ce que vos partenariats actuels. Donc, les critères qu'on a déployés pour noter en fait les lots sur le LMNP, c'est évidemment, on regarde la rentabilité locative. Mais on va regarder aussi la capacité à remplir la résidence. Et ça, c'est important. C'est un petit peu le premier critère évoqué par Étienne sur est-ce que la résidence est adaptée à son emplacement. On va regarder aussi la solidité du gestionnaire, puisque pour encaisser des crises comme on vient d'en vivre une, il vaut mieux avoir un gestionnaire qui a un peu de track record, comme disait Étienne aussi, et un peu de solidité, et évidemment l'attractivité du quartier.
Donc, sur des exemples concrets pour vous montrer un peu ce qu'il en ressort, vous voyez là, on vous parle de la rentabilité locative brute de l'investissement. On la compare à la rentabilité moyenne du stock. Et on vous explique évidemment comment elle est calculée, le loyer qui est pris en compte. On va regarder sur les baux aussi qui prend à sa charge les gros travaux, la taxe foncière ou les frais d'entretien des parties communes. Il peut y avoir des variations en fait selon les baux sur ce point-là. Ensuite, sur la capacité à remplir la résidence, ben là, ça va être en fonction de la typologie, évidemment, de la résidence. On va regarder le poids. Alors là, c'est une résidence senior, le poids des seniors dans la population locale. On va regarder le rapport du nombre de seniors par rapport au nombre de logements. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de seniors, mais aussi est-ce qu'il y a un équilibre entre ce nombre de seniors et le nombre de logements. Et à chaque fois, on va le comparer à des moyennes nationales pour que vous puissiez vous faire une idée facile de est-ce que ça c'est favorable ou pas pour cette résidence. Et on va regarder si l'arrivée d'une nouvelle résidence ne risque pas de déséquilibrer le rapport entre l'offre et la demande. Si vous avez assez peu de seniors et qu'il y a juste ce qu'il faut que pour les loger, bah, si vous reconstruisez une résidence, vous risquez d'avoir trop d'offres par rapport à la demande. Donc ça, c'est sur le critère capacité à remplir la résidence. Sur la solidité du gestionnaire, alors on va pas jusqu'à l'examen des comptes comme peuvent le faire Revenu Pierre, mais on va regarder l'ancienneté, le chiffre d'affaires et le nombre de résidences gérées. Donc ça vous donne quand même une appréciation de quelle taille d'acteur on parle. Et depuis quand il est là, est-ce qu'il gère beaucoup de résidences, ça vous donne une idée de ce track record dont on a parlé. Évidemment, l'attractivité du quartier, on regarde ça, on va regarder l'accès à tous les services de base, donc classique, hein, supermarché, les boulangeries, les médecins, la poste, les écoles. Alors tout ça est pas forcément utile pour de l'EHPAD. On regarde pas ça pour l'EHPAD notamment parce que quand vous êtes en résidence médicalisée, vous n'avez pas vraiment vocation à sortir. Par contre, on va le regarder pour les résidences seniors et étudiantes. Hein, c'est principalement ça. Voilà, je fais volontairement très très court et rapide pour vous présenter un peu l'approche Gridkey. L'idée, c'était surtout de vous présenter avec Étienne une vision très détaillée du marché secondaire. Ça va vous donner aussi des idées sur le marché primaire, hein, sur le marché du neuf en LMNP. Et voilà. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Il y aura un replay, évidemment, pour que vous puissiez revoir le début ou la fin si jamais vous n'avez pas pu tout visionner. Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez quelques dernières questions, on peut en prendre avant de vous libérer. Après, c'est cette session très dense, vraiment plein d'infos, très détaillées, je trouve, cette fois-ci. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on en a eu plein pendant la présentation. Étienne, merci beaucoup. C'était une vision très fine, je trouve, et très intéressante de ce marché. Et j'espère que vous avez reçu plein de réponses qui vous ont intéressé. Donc merci d'avoir participé et je vous remercie à tous aussi pour avoir été là et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Merci à tous. Allez, au revoir.